bientôt 35, le centre de gravité de l'Europe se retrouve beaucoup plus à l'est. Et on voit très bien que dans ce contexte, il y a la tentation de choisir une Europe des nations. Orban ne propose pas de quitter l'Europe, et son opinion non plus, mais une Europe des nations qui serait définie sur la base d'une hypothétique homogénéité ethno-religieuse, engagée dans un combat civilisationnel contre les barbares, qui n'est pas du tout, moi, l'Europe politique ou géopolitique que je souhaite défendre. Donc c'est aussi effectivement toutes ces questions qui se posent, capable d'avoir un projet politique, et si oui lequel, qui doit rester le projet politique démocratique d'une Europe, je le disais tout à l'heure, des souverainetés partagées, et où les grands choix de société, comme les grands choix de politique économique et sociale, doivent pouvoir être débattus, et notamment au Parlement européen. Et le risque de se retrouver à l'été prochain avec un Parlement européen où les forces nationalistes et ultra-conservatrices seraient très bien représentées est réel. Je pense qu'il faut en prendre la mesure aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y a pas tellement de choix. Enfin, que le choix, il est assez simple. C'est soit on intègre l'Ukraine et la Moldavie, soit on les laisse à l'écart de l'Union européenne. Il y a pourtant une structure qui existe depuis juin 2022, Thomas Gomard, qui a été créé à l'initiative d'Emmanuel Macron, la CPE, la Communauté politique européenne, qui a pour objectif de renforcer les liens entre l'Union européenne et ceux qui partagent ses valeurs sans en être membres. Pourquoi est-ce que cette hypothèse-là, cette troisième voie-là, vous paraît aussi envisageable, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, elle est totalement à l'écart, seulement 1 an et demi, même pas après sa création? La CPE a répondu a été une intuition politique de réunir 44 pays en fait contre la Russie. La CPE n'a pas empêché la dégradation le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, par exemple. Donc ça montre aussi les difficultés très directes qui peuvent se poser aux Européens, et qu'ils auront, encore une fois, j'insiste sur ce point, à gérer de plus en plus par eux-mêmes. Je pense qu'ils n'en ont pas conscience. C'est pour ça que moi, sur cette notion d'Europe puissance, je suis très prudent, parce que l'Europe puissance est une idée très française, très partagée à Paris et dans certaines parties de Bruxelles, au sens du quartier, mais pas tellement là. Et je ne pense pas que ce soit la vocation européenne de chercher à jouer le même jeu que les États-Unis, la Chine, la Russie ou même la Turquie, en fait. Parce que les Européens ne sont pas prêts. Et que c'est en réalité très très difficile et à mon avis illusoire de s'imaginer une Europe intégrée jouant ce jeu-là. L'hypothèse d'ailleurs, pardonnez-moi Thomas Gomard, imaginons l'Ukraine finit par adhérer à l'Union européenne, mais la guerre continue. L'Ukraine devient membre de l'Union européenne alors qu'elle est encore en guerre. Est-ce que ça obligerait justement l'Europe à s'impliquer davantage dans ce conflit? Alors la réponse théorique, c'est qu'il y a l'article 42.7. En même temps, vous avez une guerre entre Chypre et la Turquie qui n'a pas empêché Chypre de rejoindre l'Union européenne. Donc c'est en théorie oui, en pratique. En pratique, je pense que les Européens prendront évidemment bien soin d'éviter cette situation. Et d'ailleurs, j'ai pas le texte.
pays sont nombreux, plus on peut imaginer que ce sera compliqué. Il est 11h28, vous écoutez l'Esprit public. On va passer à notre deuxième sujet. Alors, tendez bien l'oreille, c'était hier, lors des commémorations du 11 novembre, et le président Emmanuel Macron est interpellé par une arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus. Monsieur le Président, je suis content de vous serrer la main, mais je voudrais quand même vous dire qu'en tant qu'arrière-petite-fille de Dreyfus, je suis un petit peu déçue que vous ne veniez pas à la manifestation déjà. Je n'ai jamais été Ah d'accord, c'est ça la raison. Oui. Bon, je sais que vous n'êtes pas antisémite, mais en tous les cas, on sait que vous serez avec nous dans le cœur. Je serai par le cœur et la pensée. D'accord. Désolé pour la qualité sonore de cet échange donc entre Emmanuel Macron et cette arrière-petite-fille du capitaine Dreyfus. Emmanuel Macron qui ne sera donc pas présent physiquement, mais par le cœur et par la pensée à la marche de cet après-midi à Paris pour la République contre l'antisémitisme, pas à Paris, ni d'ailleurs à celle prévue dans d'autres villes. Il y a notamment Strasbourg ou Bordeaux qui organisent des marches similaires. Mais le président de la République s'est adressé aux Français dans une lettre publiée hier par le journal Le Parisien. Lettre dans laquelle il dénonce l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Cette lutte contre l'antisémitisme ne doit jamais, dit-il, nous diviser, ni jamais conduire à opposer certains de nos compatriotes à d'autres. Or, un vœu que d'aucuns considéreront comme pieux, car cette marche, initiée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, cet appel à une mobilisation générale ne fait pas l'unanimité. Non pas à propos du constat, celui-ci est sans appel. Depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël et de la riposte de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, 1159 actes antisémites ont été recensés en France. 1159, c'est 3 fois plus que pour toute l'année 2022. Tout concourait donc à faire de cette marche un moment d'union nationale, sauf que le RN, en annonçant sa présence, et LFI, en refusant de s'y joindre, ont mis à jour de profondes divisions politiques. Le Rassemblement national tout d'abord, sa présence dérange, pas seulement les partis de gauche qui entendent former cet après-midi un cordon sanitaire. Il n'a pas sa place, dit également le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Et sans nommer le RN, Emmanuel Macron, pour lui, dénonce ceux qui, dit-il, la loi de 1905 font partie des choses qui nous font France, et que nous ne pouvons pas faiblir sur cette question-là parce que notre corps social se déliterait. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une sous-estimation des enjeux de violence
qui apparaissent avec cette affaire, notamment, je le pense à propos de la France Insoumise.